Si on laisse un singe taper aléatoirement sur une machine à écrire pendant un temps infini, il finira inévitablement par écrire l'œuvre intégrale d'Hamlet de William Shakespeare. Ça peut paraître bizarre, mais c'est pourtant ce qu'énonce Émile Borel en 1909 dans un théorème qu'il appellera le paradoxe du singe savant. Et ce théorème, c'est en quelque sorte ce qu'ont essayé de démontrer les joueurs de Twitch Plays Pokémon en février 2014 sur la plateforme de visionnage Twitch. Bienvenue dans cet épisode de Mind Games, dans lequel, une fois n'est pas coutume, nous allons parler de la série Pokémon. Twitch Plays Pokémon, c'était une expérience sociale qui a duré un peu plus de 2 semaines et qui s'est surtout révélée être une histoire géniale. Le principe était vraiment très simple, il s'agissait de terminer le jeu Pokémon version rouge, mais avec une petite difficulté supplémentaire. Plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de joueurs se partageaient en quelque sorte la même manette. En fait, chacun des joueurs écrivait dans un espace dédié les commandes qu'ils voulaient entrer, un peu comme s'ils appuyaient sur un bouton de leur manette. Et chaque seconde, un logiciel choisissait aléatoirement une commande qui avait été entrée par l'un des joueurs et la faisait effectuer au personnage du jeu vidéo. Cela a évidemment donné lieu à des situations extrêmement ubuesques, comme le fait d'appeler son premier Pokémon ABBBBBK parenthèse, ou encore de mettre plus de 26 heures à sortir du premier labyrinthe, qui est normalement terminé en un peu moins d'une demi-heure, même par un joueur extrêmement inexpérimenté. Mais ce sont ces mésaventures qui ont avant tout donné toute sa popularité à cette expérience, puisque cette dernière a atteint des records assez impressionnants. On estime qu'en moyenne, 80 000 viewers étaient présents sur la partie de Twitch Plays Pokémon, avec un maximum à 121 000. Au total, plus de 1 165 000 joueurs auraient participé activement à l'expérience, tandis que 55 millions auraient au moins regardé un extrait de la partie. Ces statistiques sont évidemment impressionnantes, mais elles peuvent se comprendre car comment ne pas être passionné par une partie de Pokémon jouée par tout Internet simultanément. Et cette partie avait commencé assez laborieusement, puisqu'au début il était très difficile pour les joueurs de synchroniser leurs mouvements, et on a vu le personnage de Pokémon tourner sur lui-même pendant de très longues périodes sans vraiment rien produire. Mais petit à petit, les joueurs ont commencé à se lancer dans l'aventure et à avancer dans le jeu, jusqu'à arriver à un premier labyrinthe. C'est dans ce labyrinthe qu'on note réellement le premier événement marquant de ce let's play de Twitch Plays Pokémon, car c'est cet événement qui a dû changer le système de comptabilisation des voix. Ce labyrinthe avait pour particularité de présenter des cases qui, lorsque le personnage marchait sur l'une d'elles, il se retrouvait propulsé au début du labyrinthe et devait donc tout recommencer depuis le début. Difficile donc d'atteindre la sortie par le biais de mouvements totalement aléatoires et imprévisibles. De plus, la latence entre les commandes rendait l'expérience presque impossible, et c'est pour ça qu'on a vu le personnage de Pokémon tourner, recommencer encore et encore ce labyrinthe pendant près de 26 heures. C'est pourquoi les développeurs ont dû créer un nouveau mode de sélection des voix. Jusqu'ici, comme j'ai pu le dire, une commande était choisie aléatoirement chaque seconde, et c'était cette commande qui allait déterminer la future action du personnage. Ce système, c'est ce qu'on appellera plus tard le système anarchie, et les développeurs vont lancer un nouveau moyen de comptabiliser les voix qu'ils appelleront la démocratie, dans lequel le personnage n'effectuait plus qu'une action toutes les 5 secondes, et au lieu d'effectuer une action aléatoire, il allait choisir la commande qui avait été la plus plébiscitée pendant les 5 secondes qui avaient précédé. Aussi, cela laisse moins de place à des événements aléatoires et insensés, et permet aux joueurs de s'accorder et au jeu d'avancer de façon plus fluide. Mais ce qui a également été créé par ce nouveau système de comptabilisation des voix, c'est que 2 camps se sont créés au sein de la communauté Twitch Plays Pokémon. En fait, il y avait d'un côté les anarchistes, ceux qui étaient partisans du premier mode de sélection des voix, et de l'autre les démocrates, ceux qui, eux, au contraire, étaient favorables à ce nouveau changement. Chacun des 2 camps avait ses arguments. Pour les démocrates, il était plus agréable et plus logique d'essayer d'avancer
de façon commune vers la fin du jeu, car si on laissait chacun faire ce qu'il veut, au final on n'avancerait jamais et l'objectif ne serait jamais atteint. Mais pour les anarchistes, disons que l'amusement ne reposait pas spécialement sur le fait de terminer le jeu, mais plutôt dans le fait de voir des actions complètement farfelues et aléatoires créées par les joueurs de Twitch Plays Pokémon et d'observer les conséquences de celles-ci sans avoir d'objectif particulièrement clair à atteindre. Je suis pas là pour défendre un des deux camps en particulier et je trouve que chacun d'entre eux a des arguments très valables. Mais tout ce qu'on peut noter, c'est que chaque joueur a une façon différente de s'amuser sur ce jeu et qu'il est du coup très difficile pour les deux camps de se rejoindre et de trouver un objectif commun. Ce qu'ont choisi les développeurs, c'est tout simplement d'alterner entre des phases de démocratie et des phases d'anarchie pour contenter la majorité des joueurs. Par exemple, lorsque les anarchistes estimaient que la démocratie avait été utilisée pendant trop longtemps, ils lançaient ce qu'ils appelaient une révolte, riot en anglais, pour faire savoir aux autres joueurs qu'ils souhaitaient qu'on repasse sur un mode de sélection des voix aléatoire, afin qu'ils puissent s'amuser un petit peu comme bon leur semble. Et à l'inverse, les démocrates pouvaient faire savoir aux anarchistes qu'ils préféraient que le jeu avance un petit peu plus vite et qu'on ait recours à la démocratie. Chacun des deux camps a également décidé de choisir une hérégie, en quelque sorte, un symbole, qui était personnifié par des objets de Pokémon, les fossiles. Ces fossiles, pour ceux qui connaîtraient un peu Pokémon, ce sont des objets qu'on ne peut utiliser que dans des circonstances très particulières et qui du coup pendant la grande majorité du temps ne servent à rien. Or, le caractère aléatoire et imprévisible des actions réalisées par le personnage de Pokémon a fait que, à de très nombreux moments de la partie, on l'a vu essayer de se servir de ces fossiles, mais ce qui était du coup totalement inefficace. Les démocrates ont donc choisi d'être représentés par le fossile dôme, tandis que les anarchistes, eux, étaient représentés par le fossile nautile. Cela a également contribué à séparer chacun des deux camps et à produire un clivage encore plus important entre les deux communautés de joueurs, ce qui était vraiment un phénomène très intéressant puisque c'était la première fois où véritablement deux camps idéologiques s'opposaient au sein d'un jeu vidéo. C'est principalement cette opposition qui a déclenché l'intérêt de nombreux chercheurs sur le sujet de Twitch Plays Pokémon, et ces derniers ont essayé d'analyser un petit peu les dynamiques sociales à l'intérieur de ce jeu. Il est facile de comprendre que l'attachement qu'on porte à un jeu après y avoir joué de longues heures peut être très important, et cela peut en partie expliquer pourquoi certains joueurs étaient aussi déterminés à faire prévaloir leur vision pour la façon de terminer ce jeu Twitch Plays Pokémon. S'il y a eu autant de débats sur la façon de jouer, c'est également parce que Pokémon version rouge est un jeu qu'on pourrait appeler un jeu fini. Ici, je vais faire une petite digression, mais c'est simplement pour présenter la théorie d'un auteur qui s'appelle James Carse et qui a écrit un livre sur son concept de jeu fini et infini. Un jeu fini, c'est tout simplement un jeu qui a un objectif clair et déterminé dans les règles du jeu, vers lequel chacun des joueurs doit tendre. Si on prend par exemple le Cluedo, c'est un très bon exemple de jeu fini, parce que l'objectif est clair, trouver le coupable, et ainsi remporter la partie en ayant trouvé le plus d'indices possible au cours de cette dernière. Dans un jeu fini, chacun sait précisément vers quel but il doit tendre, même s'il peut choisir le chemin de son choix à emprunter pour arriver vers cet objectif. On peut, comme le grand méchant loup, courir sur le chemin le plus court, ou comme le petit chaperon rouge, ramasser toutes les fleurs sur le bord du chemin le plus long. Mais quoi qu'il arrive, pour terminer cette métaphore, l'objectif de chacun des joueurs est d'arriver à la maison de la grand-mère. Dans un jeu infini, au contraire, le seul et unique objectif qui est fixé, c'est qu'il faut continuer à jouer le plus longtemps possible. Il n'y a pas de fin du jeu ou d'objectif ultime à atteindre. C'est en quelque sorte le joueur qui se fixe ses propres buts et ses propres limites. On peut par exemple citer l'exemple des Sims, un jeu de simulation très connu qui n'a pas réellement de fin et dont chaque joueur est libre de s'imaginer le scénario. Les jeux infinis offrent donc souvent aux développeurs plus de liberté et permettent d'implémenter un peu plus de choses. C'est le cas par exemple d'un célèbre jeu, World of Warcraft, ou plus simplement parfois appelé WoW, dans lequel
On crée son personnage et on le fait combattre, acheter des objets. En bref, on essaye de l'améliorer au cours de la partie, qui n'a pas réellement de fin, et le joueur peut continuer à jouer autant que bon lui semble. Le 13 septembre 2005, les développeurs décident d'ajouter à World of Warcraft un nouveau boss du nom d'Akar, l'écorcheur d'âme. Ce dernier dispose d'un sort qui rend d'une certaine manière le personnage du joueur malade et lui fait perdre énormément de points de vie pendant un certain temps. Et il y a la particularité que lorsqu'un joueur est malade, ce dernier peut contaminer les joueurs qui lui sont proches. Initialement, cette maladie, appelée Corrupted Blood en anglais, qu'on pourrait traduire par le sang corrompu, était censée se limiter à une zone très restreinte du monde de World of Warcraft et donc n'avoir pas vraiment d'impact sur la façon de jouer en dehors de ce boss très particulier. Mais à cause d'un bug qui permettait aux personnages de se téléporter d'une région de la carte à l'autre, la pandémie s'est développée et s'est propagée extrêmement rapidement, et ce de manière absolument incontrôlable. Ainsi, de très nombreux joueurs de faible niveau ont vu leurs personnages mourir encore et encore, car ils étaient infectés par des personnages qui revenaient de la région où se trouvait Akar, l'écorcheur d'âme, et leur avaient tout simplement donné la maladie. Ce qui est très intéressant, c'est que même si cette pandémie était virtuelle, il y a réellement dans le jeu des processus de quarantaine, des évacuations de villes qui ont eu lieu, tout simplement pour que les personnages arrêtent de s'infecter les uns les autres et d'isoler la maladie comme si c'était un réel virus. Ce qu'on a pu observer, c'est que certains joueurs ont respecté ces protocoles de quarantaine, sont restés en dehors des zones de contamination, mais d'autres, au contraire, ont tenté de propager la maladie le plus possible pour qu'elle affecte un maximum de joueurs et de faire d'énormes dégâts. Ces joueurs, un peu comme les anarchistes dans Twitch Plays Pokémon, c'est ce que les chercheurs appellent les trolls. En fait, ce sont des joueurs qui agissent selon eux par des pulsions sadiques et qui ont un seul objectif, de causer des difficultés aux autres joueurs et de les empêcher d'accomplir leurs objectifs. C'est notamment ce que dit Denis Ramirez dans un article qu'il a publié pour l'université du Wisconsin et dans lequel il fait état de ces fameux trolls. Ce qu'il remarque également, c'est que des études qui avaient daté de 1996, donc près de 10 ans avant, notaient déjà différents types de joueurs au sein de la communauté de World of Warcraft. Richard Bartle notamment divise les joueurs de WoW en 4 groupes. Il y a d'abord les exploreurs, donc les explorateurs, ceux qui cherchent avant tout à explorer le territoire le plus grand possible. Il y a également les killers, les tueurs. Ces joueurs cherchent plutôt à combattre, à tuer des monstres, des boss. En fait, ce sont un peu les combattants dans World of Warcraft. Il note également la présence d'achievers. Ce sont des joueurs qui, eux, cherchent à réaliser les exploits les plus difficiles possibles, à réaliser des actions qui sont vraiment considérées comme compliquées au sein de la communauté. Et le dernier groupe, ce sont les socializers. Ce sont des joueurs qui cherchent principalement à interagir, à avoir des discussions avec d'autres joueurs, à vivre le jeu d'une façon plus sociale. Il va faire le lien entre ces 4 catégories et les comportements observés durant la pandémie, et notamment ceux rapportés sur les forums du jeu World of Warcraft. Et il note que ces catégories de joueurs ne sont pas totalement indépendantes des comportements observés, et il n'est pas rare que des joueurs d'une même catégorie agissent de la même façon face à un danger de ce type. Cet exemple permet d'une certaine façon de montrer qu'il y a des comportements prédéfinis face à un danger et que chacun est susceptible d'agir selon une façon différente et de percevoir le danger un peu à sa manière. Alors bien sûr ici il s'agit d'un jeu vidéo et donc il est extrêmement compliqué de tirer des conclusions réelles de cette pandémie puisque bien entendu les conséquences de la mort dans World of Warcraft sont très minimes et c'est évidemment impossible de comparer cela avec une réelle pandémie, même si l'on a pu montrer que dans certains cas les joueurs étaient si attachés à leur personnage de World of Warcraft que mourir dans le jeu était vraiment quelque chose qui pouvait être dévastateur pour leur morale.
En tout cas, ce qui est très intéressant à noter dans ces deux exemples, c'est qu'à chaque fois, on voit que, malgré qu'il s'agisse d'un jeu vidéo, des camps peuvent se former au sein d'une communauté et, dans certains cas, amener des tensions entre ces différents camps. Et ce n'est pas parce que les personnes sont derrière un écran qu'elles ne vivent pas la situation pleinement et qu'elles ne peuvent pas, du coup, avoir d'idées sur la façon dont il faut gérer un danger ou comptabiliser un système de vote. En fait, ce qu'on remarque, c'est que très facilement, des groupes sociaux peuvent se créer et que les personnes qui en font partie peuvent être extrêmement attachées aux valeurs représentées par ces groupes. Car en fait, ce n'est pas tellement le jeu vidéo qu'il faut prendre en considération dans ce type d'expérience, mais bien plus le côté social. Le côté, ce sont des joueurs qui vivent tous ensemble une expérience et qui se sentent comme faisant partie d'un groupe. Donc, si le fait de mourir dans un jeu ou de ne pas le terminer, en soi, ce n'est pas dramatique, c'est plutôt le fait de voir leur expérience sociale échouer, de voir leur groupe ne pas arriver à leur fin, qui peut être une source de tension très forte pour les joueurs et qui peut expliquer les différentes révoltes, les différents comportements qu'on a pu observer dans ces deux exemples assez intéressants de la psychologie des groupes. On peut imaginer qu'avec le développement des nouvelles technologies et des jeux de plus en plus réalistes, de plus en plus immersifs, les groupes dans les jeux vidéo vont être de plus en plus importants et c'est quelque chose sur lequel, je pense, les développeurs vont essayer d'insister pour former une communauté soudée autour de leur jeu. Et il n'est pas impossible qu'on ait de plus en plus d'expériences de ce style qui fleurissent sur les internets et qui nous éclairent de leurs enseignements. La partie de Pokémon Rouge s'est terminée au bout de un petit peu plus de 16 jours de jeu continu, tandis que la pandémie de World of Warcraft a elle été atténuée après environ une semaine d'efforts continus des développeurs et des joueurs. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas la finalité ni la durée de ces événements, mais plutôt leur déroulement et les comportements qu'on a pu observer lors de ces derniers. Encore une fois, les articles que j'ai eu l'occasion de lire et les vidéos que j'ai pu regarder seront présents dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Portez-vous bien, c'était le 2e épisode de Mind Games. Cordialement.